Il y a toujours eu des pauvres, c'est comme ça. Il y a toujours eu des faibles, il y a toujours eu des forts. Il y a toujours eu des gens qui étaient bien nés, et puis il y a toujours eu des gens qui n'ont pas eu de bol. Il y a toujours eu des inégalités, il y a toujours eu des injustices. Il va falloir t'y faire. Alors arrête de t'énerver sans arrêt. Arrête de rouspéter quand tu rentres de l'école. Arrête, tu m'épuises. Il y a toujours eu des pauvres, c'est comme ça. On vit dans ce monde-là, on n'y peut rien. Bonjour. 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 Moi, je m'appelle Catherine. Je m'appelle Catherine et ce genre de petite phrase, je l'ai entendu très tôt. Je l'ai entendu très tôt quand, petite, je rentrais de l'école et puis qu'il y avait des trucs qui m'avaient chiffonné, qui m'avaient agacé. Ma mère était tout en train de me dire mais c'est comme ça, on n'y peut rien, arrête. Qu'est-ce que tu crois? Le monde dans lequel on vit, il est comme ça, on n'y peut rien. C'est comme ça. Alors, moi ça m'a pas convenu, quoi. Ça m'a pas convenu, j'ai grandi, j'ai vieilli, et il y a des trucs qui m'énervent toujours encore. Je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est ce qu'on appelle la fatalité. La fatalité, elle est bien pratique des fois, parce que du coup, on n'y peut rien, c'est comme ça, et du coup, on peut aussi se dédouaner de choses, parfois, ça arrange bien. Donc moi, la fatalité, il y a toujours eu des pauvres, c'est comme ça, ça me va pas, ça me va pas. Alors, moi, je viens d'une famille populaire. Une famille populaire, mais pas pauvre. Je me suis jamais considérée comme pauvre. Je pense qu'on m'a jamais considérée comme telle. Mes parents étaient ouvriers, ma mère dans les bureaux, mon père dans les ateliers, une petite usine de sidérurgie dans le centre de la France, Saint-Florent-sur-Cher. Et du coup, ils n'étaient pas pauvres, ils travaillaient tous les deux, ils avaient une maison à eux, ils avaient une voiture, une R16 bleu clair. Je ne sais pas si tout le monde connaît la R16 bleu clair. Et puis on partait en vacances aussi, on partait en vacances quasiment chaque année, avec la grande tante familiale en camping, en Vendée, parce que c'est là où la mer était le moins loin. Puis après on a acheté une caravane. Donc voilà, moi j'ai passé une enfance super heureuse, mais vraiment super heureuse. On était trois, j'ai un frère, une sœur, plus vieux que moi, je suis la petite dernière, ils m'ont tracé un peu la route pour les sorties, tout ça, facile. Donc j'ai vraiment eu une enfance très heureuse. Vous savez, je nageais un peu en pleine insouciance, légèreté, enfin le propre de l'enfance, quoi. Et alors, quand je dis pleinement heureuse, il y a quand même un truc qui était moyen, qui me plaisait pas trop, c'était l'école. L'école, on s'est rencontrés avec l'école, on n'y échappe pas souvent, quoi, hein, on rencontre tous un peu l'école un jour ou l'autre. Et on s'est rencontrés, mais on s'est pas compris. Enfin, quand je dis on s'est pas compris, c'est plutôt moi. Moi, j'ai pas tout compris, quoi. En fait, je me suis ennuyée très tôt. Je me suis ennuyée, je comprenais pas pourquoi on restait assis toute une journée. Enfin, j'ai pas vu l'intérêt. J'ai pas vu l'intérêt. Et puis surtout, j'ai pas vu que c'était important, l'école. Donc voilà. Et puis je pense que c'est à l'école que ça a commencé à me poser des questions. Je me disais qu'il y avait des trucs pas justes, qu'il y avait des trucs que je comprenais pas bien, pourquoi ça marchait comme ça. Et du coup, il y a des trucs que je comprenais pas, quoi. Alors après, bon, en grandissant, j'ai compris des choses, j'ai pu analyser d'autres choses. Je dis pas que j'ai tout compris, loin de là. Et puis alors, il m'est arrivé un truc incroyable. Vraiment incroyable, un truc de dingue, quoi. Il m'est arrivé un matin, je me suis réveillée en me disant « Et si tu faisais une conférence gesticulée ?» Le truc de dingue, quoi. Alors, si ça vous arrive un jour, si un jour, on ne sait pas, si vous vous réveillez en vous disant ça, vous allez tout de suite avoir 10 000 bonnes raisons de ne pas le faire. Alors déjà, déballer des trucs sur ta vie. Ouais, bof. Monter sur scène. Il n'y en a pas, mais quand il y en a une, monter sur scène, quoi. Hein. Dire des trucs que tu as compris, avec quelle légitimité, toi, tu vas déballer des trucs que tu as compris devant des gens. Alors, devant des gens que tu connais pas, au secours.
Mais alors, en plus, devant des gens que tu connais, c'est encore pire. Puis le dernier truc, quand même, le dernier truc, c'est la trouille, quoi. La trouille, quoi. Faire une conférence gesticulée, la trouille, mais rien que d'y penser, je me disais non, non, c'est pas possible, quoi. Jamais je pourrais faire ça. Voilà. Donc, c'est un peu pour toutes ces bonnes raisons-là que je suis là aujourd'hui devant vous. C'est un peu pour tout ça. Que je suis là, je me suis dit, ben si, je vais la faire, cette conf. Donc cette conf, elle va parler de quoi? Cette conf, elle va parler un peu de moi, un peu, hein, de mon travail. J'étais référente famille dans un centre social, dans un quartier. Elle va parler de la pauvreté, ce que j'en connaissais avant d'arriver dans ce quartier, et ce que j'en ai perçu, ce que j'en ai compris maintenant. Elle va parler de la fabrique de l'impuissance. Alors, fabrique de l'impuissance individuelle, collective, de honte, de peur. Elle va parler aussi d'une super rencontre. J'ai fait une super rencontre pendant ces 10 années au travail. J'ai rencontré l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, je vous raconterai comment ça a changé ma vie. Voilà, je vais vous raconter surtout comment j'ai cru pendant 10 ans lutter contre la pauvreté et comment je me suis rendu compte, comment j'ai pris conscience que je servais un système qui maintenait les inégalités. Voilà ce que je vais vous raconter ce soir. Ça vous va? Ça marche? Ok. Donc, je suis arrivée au quartier des Bords de Loire, à Nevers, dans mon travail. Et du coup, moi, ce que j'en connaissais de la pauvreté, c'est un quartier prioritaire, hein, parce que qui dit pauvreté, dit qu'il y a des pauvres quelque part, et les pauvres, ils sont souvent dans les quartiers prioritaires, pas exclusivement, mais c'est là qu'il y a beaucoup de pauvreté. Donc moi, quand je suis arrivée sur le quartier, la pauvreté, j'en connaissais plutôt quelque chose de théorique. J'avais eu la chance de pas, c'est pas quelque chose qui m'était familier dans mon entourage proche. Et du coup, j'en connaissais ce que j'avais appris en cours, ce qu'on lit dans les livres, ce qu'on voit à la télé, et les dispositifs, les statistiques. J'en connaissais à peu près, quelque chose de très théorique en tout cas. Et puis, quand je suis arrivée sur le quartier, j'ai rencontré des gens. Alors, j'ai rencontré Fanfan. Fanfan, c'est la nourrice du quartier. Elle est nourrice agréée, Fanfan. Et puis, Fanfan, elle parle pas beaucoup. Mais quand elle parle, elle est toute rouge. J'ai rencontré aussi Marino. Alors Marino, on l'appelle la vigie du quartier. C'est-à-dire que quand le centre social est fermé, quand il n'y a plus personne au niveau des institutions sur le quartier, Marino, c'est elle qu'on appelle quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et Marino, pour rigoler, souvent ils rigolent de ça ensemble, les habitants du quartier. Marino, elle dit parce qu'elle est la présidente du centre social aussi. Et elle dit qu'elle est la présidente des Cassos. Voilà, elle est la Cassos des Cassos. Donc j'ai rencontré Cathy aussi. Alors Cathy, c'est une maman de 5 enfants qui a connu plein de galères avec les services sociaux, avec ses différents ex-compagnons, avec le travail, des problèmes de santé aussi. Mais alors Cathy, elle a une pêche pas croyable. Cathy, elle a 10 000 idées à la seconde, on a du mal à la suivre. Alors il y a des hauts, des bas, mais Cathy, elle a une pêche d'enfer. Et puis, encore 2, 3, et puis il y a Kimba. Kimba, elle est arrivée d'Angola, Kimba, avec ses 4 enfants. Et puis Kimba, comme toutes les personnes qui arrivent d'ailleurs, elle a été dans un foyer au départ. Et puis Kimba, le foyer, ça lui plaisait pas trop, et ça lui plaisait pas trop de rester à une place où on l'avait assigné à être là, quoi. Assigné à être là. Et Kimba, elle a vite trouvé un appart, elle a pris des cours de français, elle a passé le permis, elle a trouvé du boulot assez rapidement. Et Kimba, quand elle parle de son parcours, elle est très humble et très modeste. Et elle dit, oh là, mais les personnes, quand on arrive, nous, de pays comme ça, et quand on arrive qu'on parle pas le français, c'est très très dur de pas rester à des places
qui nous sont données, parce qu'on maîtrise pas la langue, parce qu'on a peur, et c'est très dur de pas rester là où on veut nous mettre. Puis Anthony. Alors Anthony, moi, il m'a secouru plein de fois. Je suis vraiment une grosse nulle au niveau informatique, téléphone, tout ça. Donc quand il y avait un truc qui merdouillait, j'appelle Anthony et puis il arrivait à me résoudre tous mes petits problèmes informatiques. Et puis Anthony, c'est un papa qui s'est battu pour récupérer son fils en garde alternée. Et Anthony, avec son fils, il participe à toutes mes actions de parentalité, tout ça. Et il a une banane pas possible avec son fils. Il a les yeux qui brillent à chaque fois. Et c'est super beau à voir. Allez, juste 2 derniers, puis après je passe à autre chose, parce que je suis obligée de les citer, c'est Thérèse et Robert. Thérèse et Robert, c'est un couple de personnes âgées sur le quartier, et Thérèse et Robert, ils avaient 75 ans, ils n'étaient jamais partis en vacances, ils n'avaient jamais vu la mer. Et Thérèse et Robert, eh ben, quand j'ai monté mon premier séjour senior, je les ai emmenés à la mer. Et Thérèse, quand on a mis les pieds dans l'eau, je lui tenais la main et je ressens encore la pression de sa main quand on a mis les pieds dans l'eau. C'était, voilà, ça reste des souvenirs que j'oublierai jamais, je crois. Voilà, donc mon travail, ça c'est les personnes, je pourrais vous en citer encore plein. Voilà. Donc mon travail, j'étais référent de famille. Donc référent de famille, c'est quoi? Alors référent de famille, responsable du secteur adulte. Référent de famille, c'est une fonction qui est agréée par la CAF. Une fonction qui travaille différents axes. Alors beaucoup la parentalité, l'éducation, mais aussi la santé, l'accès aux loisirs, à la culture, aux vacances pour tous. Et puis moi j'avais une mission aussi d'insertion professionnelle, voilà, sur un autre financement. Donc référent de famille, il faut un diplôme de travailleuse sociale ou équivalent. Donc moi j'ai un diplôme de CESF, conseillère en économie sociale et familiale. Ouais, c'est un diplôme de travailleuse sociale qui a la particularité de travailler un peu plus le collectif que EducAS, tout ça. Donc voilà. Et puis, donc je vous dis que je travaille dans un centre social, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas bien les centres sociaux. Les centres sociaux, je vous le fais vite fait, c'est des structures de proximité qui travaillent avec les habitants d'un territoire sur des projets, sur des actions pour faire du lien social et pour en gros améliorer leurs conditions de vie, pour répondre à leurs envies, à leurs besoins. Alors un centre social, c'est aussi une structure d'éducation populaire. Ah, l'éducation populaire. Alors je vais vous le faire en 2 minutes. Hein. Donc il y en a qui font toute une conf sur l'éducation populaire. Moi je vais vous le faire en 2 minutes. Donc très vite. L'éducation populaire, c'est l'éducation du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc on a commencé à entendre, à avoir un petit peu ces idées farfelues, là, au siècle des Lumières. Au siècle des Lumières, on a commencé à entendre parler de ça. Après, je vais faire des bons dans le temps, je vous préviens. Alors après, à la Révolution, il y a Condorcet qui en a remis une couche et qui a dit, tant que les humains, en gros, tant que les humains seront séparés en 2 classes, eh ben, il y aura toujours une classe qui pensera, qui décidera, qui réfléchira, et puis une autre classe, qui exécutera, qui obéira. Donc voilà. Et après, on va refaire un bond. Il y a eu les bourses du travail. Donc les bourses du travail, les syndicats s'en sont emparés pour continuer de travailler cette éducation politique du peuple en faisant des cours du soir, en faisant des bibliothèques, toujours avec cette idée de développer l'éducation politique et l'éducation du peuple. Après, ça va se gâter de plus en plus. Donc après, on a eu, sous Vichy, en 1943 à peu près, je crois, sous Vichy, il y a eu la naissance de l'éducation, un agrément de la jeunesse et de l'éducation populaire. Alors, c'est un agrément auquel les associations pouvaient prétendre pour avoir des sous. Et du coup, c'est le début un peu de l'institutionnalisation. Donc, qui dit institutionnalisation, qui dit qu'on perd déjà un petit peu d'éducation politique, on est obligé de rentrer dans des cases, quoi. Et puis après, ça a continué, il y a eu
Il y a eu donc la direction de la jeunesse et sport, jeunesse et sport. Et puis après, il y a eu Malraux qui a créé le ministère de la Culture, donc là qui a vraiment séparé alors la culture, plutôt la création artistique, l'art de général, et l'éducation populaire a été rattachée à jeunesse et sport. Donc du coup, ça a entériné un petit peu l'idée que l'éducation populaire était rattachée plus à l'animation socio-culturelle et aux loisirs, et ça a complètement anéanti la volonté de pédagogie de la démocratie du peuple et de l'éducation politique. Enfin voilà, les institutions ont vraiment mis ça de côté. Donc les centres sociaux, c'était rapide, hein. Après vous pourrez finir votre éducation par ailleurs. Les centres sociaux, c'est donc des structures d'éducation populaire qui font de l'animation socio-culturelle. Ok. Alors, pour moi, l'éducation populaire, dans mon travail, ça a été davantage une posture. Une posture qui, comment dire, une posture qui parlait d'égal à égal avec les personnes que je rencontrais, que ce soit partenaires, habitants, et surtout sans hiérarchisation de savoir ou de connaissances. On parle souvent de bienveillance dans le travail social, dans le travail de relation à l'autre. Moi, la bienveillance, ça me gave un peu. Je préfère parler de confiance et de respect réciproque. Et je trouve que l'éducation populaire, c'est ça. C'est pas être bienveillant. Enfin voilà, c'est quelque chose de réciproque en termes de confiance et de respect. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit comme gros mots? Ah oui, je vous ai dit quartier prioritaire. Donc les quartiers prioritaires, vite fait, avant, alors il y a eu plein de noms, hein. Avant il y avait zone urbaine sensible, hein, c'était les US. Alors, le sensible est passé prioritaire. On peut se dire, oh chouette, le sensible est passé prioritaire. En bref, maintenant les quartiers prioritaires, on appelle ça les QPV. QPV, c'est quartier politique de la ville. Alors politique de la ville, c'est pas la ville, la municipalité, c'est l'État. Hein. C'est l'État qui met plus d'argent, plus de moyens sur des quartiers alors quartiers où il y a aussi des quartiers prioritaires en rural, sur des territoires où les revenus des personnes sont le moins importants, quoi. Donc là on pourrait dire ouais, chouette, en fait il y a plus de moyens, c'est-à-dire que les écoles, les centres sociaux, il y a plus de moyens dans les quartiers prioritaires. Est-ce que j'ai oublié des gros trucs dans mon travail qui demandaient des explications? Je pense pas, je pense que j'ai fait le tour, hein. Ouais, je crois, ouais. Donc du coup, moi quand je suis arrivée dans ce centre social, j'ai repris un petit peu des actions, des projets qui étaient en cours. Et notamment, la première action que j'ai repris, qui était déjà un peu en cours par mon prédécesseur, c'était une action sur la santé. Un projet qui s'appelait Sentez-vous bien. Et donc dans le projet Sentez-vous bien, il y avait toutes des actions sur l'alimentation. L'alimentation, la malbouffe, voilà, lutter contre l'obésité, voilà. Donc la première action que j'ai fait, j'ai fait une action avec une diététicienne de l'IREPS, un organisme qui travaille la santé sur les territoires. Et donc, j'avais rencontré cette diététicienne, elle était cool, elle était sympa, elle avait plein d'outils assez participatifs, assez ludiques. Ouais, ça me paraissait cool, quoi. Donc, voilà, on a fait de la com, tout ça, donc il y avait du monde. Et puis, on a commencé cette action. Et puis donc elle parlait de plein de trucs. Moi j'ai découvert plein de trucs. Alors bon, bien sûr on sait les 5 fruits et légumes par jour, gna gna. Mais bon, elle a dit plein de trucs que moi je savais pas, j'ai appris plein de trucs. Et puis par contre il y a un truc très vite qui m'a bluffé, c'est que les personnes que j'avais invitées du quartier, elles savaient tout. Mais alors tout, mieux que moi, hein. Et puis elles faisaient tout bien aussi.
Mais alors mieux que moi aussi. Hein. Et je me suis dit, non mais ça va pas là, c'est dingue quoi, enfin je veux dire, ça sert à quoi je fais ça, mais ils savent déjà tout. Et puis en fait je me suis dit, mais ils savent déjà tout, mais ça se trouve, ils en ont mangé combien là, des ateliers avec la diététicienne qui parlait des minéraux, des vitamines et tout ça. Et je me suis dit, ouais, mais... Puis en plus, moi je le sais, j'avais déjà fait quelques pique-niques avec eux, tout ça. Je le sais qu'on fait pas tout bien, quoi. C'est pas vrai, là on est en train de se mentir tous. Ça ressemble à rien, ça va pas, quoi. Et en fait, on jouait un peu tous les bons élèves, quoi. Ils sont tellement habitués à ce qu'on leur fasse des ateliers comme ça. Je me disais, ouais, ils savent quoi répondre. Hein, ils savent quoi répondre. Ils savent bien ce qu'on a envie d'entendre. Donc j'étais dans ce genre de réflexion là, bon, je trouvais ça moyen. Et puis tout d'un coup, il y a une personne qui a dit ouais, moi j'aimerais bien m'acheter des légumes et des fruits sur le marché, au maraîcher bio plus souvent quoi. Mais je peux pas quoi. Financièrement, vraiment, je peux pas. Et puis, il y a quelqu'un d'autre à côté qui dit ah ouais, mais moi c'est pareil, hein, de temps en temps, j'aime bien aller chez le petit boucher au coin de la rue, là. Mais franchement, ça coûte cher, quoi. J'y vais très rarement parce que ça coûte cher, quoi. Et alors là, je me suis dit, dingue, on n'y a pas pensé avant. L'argent serait-il un problème? C'est dingue, quoi. On fait venir des trucs comme ça, et ça, on n'y a pas pensé, quoi. Alors, je me suis dit, ben ouais, c'est peut-être un des éléments, c'est sûrement pas le seul, mais c'est sûrement un des éléments, quoi. Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous commencez à parler de choses comme ça, et ben, il y a toujours quelqu'un qui vous dit, ouais, ben, Françoise, elle fumerait pas tant, et ben, elle pourrait s'en acheter plus, des fruits et des légumes. Et puis il y a un autre, hein, une fois on m'a dit ça, on m'a dit ouais, ben mes voisins, ils sont au RSA, ils ont un écran plat comme as, quoi, comme ça. Et puis je pense même que c'est l'allocation de rentrée scolaire qui a servi à payer l'écran plat. Enfin voilà, donc ça c'est le genre de truc qui m'énerve. Hein. Je vous ai dit que je m'énervais de temps en temps, donc ça a le don de m'énerver parce que mon travail quand même, c'était quand même de travailler l'insertion sociale et professionnelle des personnes, hein, les plus exclues, les plus éloignées de tout ça. Et alors, l'insertion sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille l'insertion dans la société dans laquelle on vit, de personnes qui en sont assez loin. Mais alors, la société dans laquelle on vit, c'est quoi? On vit dans quelle société? On ne vit pas dans une société de consommation. Donc, à chaque fois qu'on sort dans les rues, qu'on ouvre la télé, ou enfin non, on dit allumer la télé, qu'on allume la télé, qu'on écoute la radio, qu'on lit un magazine, on est gavé de pubs, on est gavé de tentations, de choses qui nous font envie, plus les unes que les autres. Mais cette société-là, les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, elles en sont exclues. Et il faut pas. Non, elles n'ont pas le droit, quoi, de rentrer dans cette société-là. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui m'énervait. Et puis du coup, j'ai fait comme ça, j'ai fait un petit truc, des petites recherches comme ça pour m'amuser là quand je préparais cette conf. Et je prends un exemple au hasard parce qu'on parle de ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus. Alors du coup, j'ai pris quelques exemples, un exemple au hasard de quelqu'un qui avait un peu plus de revenus. Et du coup, est-ce que vous savez combien touche une personne au RSA? Une personne seule au RSA en ce moment, combien c'est? 575. Ah non. Ah non. 575. 500, ah bah alors 75 ça devait être les primes, tu vois, c'est parce que j'ai dû regarder quand il y a eu la prime à quelque chose sur l'alimentation ou pendant le Covid. Bon bah 500 c'est encore pire, donc 500. 500 euros et alors un exemple au hasard, je sais pas, on va prendre Bernard Arnault, vraiment au hasard. Vraiment au hasard. Bernard Arnault, il lui faut... En 2016, parce que alors le problème c'est que quand j'ai commencé à faire des recherches sur Bernard Arnault, c'est un peu comme les icebergs quoi. On voit ce qui dépasse, mais alors le dessous, je l'ai pas trouvé. Donc je voulais pas dire de conneries, tu vois, j'ai déjà dit 575 au lieu de 500. Et ben Bernard Arnault en 2016, il lui fallait 24 secondes pour toucher 575 euros. Donc Bernard Arnault, je pense qu'il n'a pas de problème pour s'acheter des fruits et des légumes bio. Je doute que ce soit lui qui les achète lui-même, mais je pense que c'est quand même un état de fait. Donc voilà, je vais boire un petit coup.
Donc la pauvreté, elle se résume pas à des questions économiques. Et au cours de mon travail et puis au cours de cette conf aussi, j'ai appris un nouveau concept, un nouveau mot que je connaissais pas. Alors sûrement, il y en a sûrement d'entre vous qui le connaissent. C'est l'hégémonie culturelle. Donc l'hégémonie culturelle. Alors l'hégémonie culturelle, c'est un concept qui a été développé par Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, c'était un philosophe italien, c'est pareil, je vais vous faire court, un philosophe italien qui a cofondé le Parti communiste en Italie et qui a été emprisonné après par Mussolini, qui est mort en prison, et qui a développé ce concept. Alors je vais vous lire vite fait un petit truc, parce qu'il le dit très bien quand même, Antonio Gramsci. Donc l'hégémonie culturelle. Il part du postulat que la conquête du pouvoir présuppose celle de l'opinion publique. Il décrit la façon dont la domination culturelle de la classe dirigeante ainsi que le rôle que les pratiques quotidiennes jouent dans l'établissement des systèmes de domination. L'hégémonie culturelle, moi, dans mon travail, je vais juste vous parler de 3 axes qui, moi, dans mon travail, me parlent. Tout à l'heure, on parlait de Bernard Arnault, qui avait beaucoup plus d'euros que d'autres. Par rapport au vocabulaire, par rapport aux mots, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la quantité de vocabulaire, de mots qu'on a à disposition pour comprendre le monde, pour argumenter, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre société, tout ça, c'est un peu pareil que les euros, il y en a qui en ont plus que d'autres. Et donc il y a la quantité, ça c'est un des premiers axes, c'est la quantité de mots qu'on a pour maîtriser, pour comprendre le monde dans lequel on vit. Après, le deuxième axe, dans mon travail, moi, c'était la hiérarchisation des savoirs et des cultures. Donc la hiérarchisation des savoirs, c'est qu'il y a des savoirs et des cultures qui sont plus, plus positifs, plus nobles que d'autres. Là, je vous relis juste un tout petit truc, un petit extrait de Wresinski. Wresinski, c'est un prêtre qui a créé ATD Quart-Monde. ATD Quart-Monde, qui est une grosse association qui lutte contre la pauvreté. Et qui dit, Wresinski, qui dit « Le partenariat des personnes qui cumulent le plus les précarités est indispensable parce qu'elles ont un savoir d'expérience, non seulement sur elles-mêmes et leurs conditions, mais aussi sur le monde environnant qui leur fait vivre ces situations de pauvreté, sur ce qu'il est et ce qu'il devrait être, pour ne plus exclure les plus faibles. Leurs réflexions et leur analyse sont indispensables pour comprendre comment nous pouvons rendre nos sociétés plus justes. » En fait, je trouve que ça image bien les différences de savoir, les savoirs plus académiques de tous nos experts qui ont fait des études et le savoir d'expérience justement de personnes qui vivent des situations et qui sont capables, alors peut-être pas avec les mêmes mots, mais qui sont capables également d'analyser au même niveau des situations. Le troisième axe, c'est ce qu'on appelle la langue de bois. Alors la langue de bois, c'est quelque chose de terrible parce que justement, comme le dit un peu Gramsci dans sa définition de l'hégémonie, c'est la façon dont on présente les choses, la façon dont on nomme les choses. Donc je vais donner juste 2 exemples dans mon travail. L'éducation populaire, c'est l'objectif ou le cap, je ne sais pas comment on peut dire, de l'éducation populaire, c'est quand même de changer la société en une société plus juste et égalitaire. C'est la transformation sociale. Nous, les professionnels de terrain, on remplit des appels à projets, on demande des subventions et souvent, tout le temps même, sur ces documents, on est amené on doit répondre à maintenir la cohésion sociale et la paix sociale sur les quartiers. Donc ça, c'est vraiment, on est payé pour ça, on est payé pour maintenir la paix sociale
et la cohésion sociale sur le quartier. Donc vous voyez bien que dans la façon dont on nomme les choses, elle est hyper importante, quoi. Et donc de ça, ça va découler la posture et la façon dont on fait les choses. On ne travaille pas la paix sociale de la même façon qu'on travaille la transformation sociale. Ça paraît évident, mais n'empêche qu'on est dans ces contradictions-là. Et puis un autre exemple, c'est les personnes qu'on dit fragiles, les personnes en fragilité. Les personnes en fragilité, avant on parlait d'opprimés, on parlait d'exploités. Maintenant on parle de personnes qui sont fragiles, qui sont en précarité, qui sont fragiles, quoi. Là aussi, on n'est pas du tout sur les mêmes... ça résonne pas pareil, quoi. Donc la langue de bois, c'est tout ce travail-là. Donc, voilà. Je regarde vite fait ça. Oui, voilà. Alors, donc, moi, quand je suis arrivée au centre social, l'hégémonie culturelle, j'en avais pas encore entendu parler. Donc, j'ai eu plusieurs ratés. Alors ratés, ça dépend de quel point de vue, mais maintenant, de mon point de vue, c'est quand même des ratés. Et donc, un des axes, je vous disais, c'était l'accès aux loisirs, à la culture, aux sorties, tout ça. Donc moi, la première sortie familiale que j'ai fait une sortie au château du Clos Lucé. C'était la première sortie familiale que j'ai fait. Et donc, le Clos Lucé, c'est un château de la Loire. Et donc j'étais allée, moi, en famille, il y a quelques temps, et puis j'avais bien aimé. Donc je me suis dit, oh ben oui, tiens, je vais faire une sortie au Clos Lucé. Et donc je fais mes affiches, voilà, je fais de la com, tout ça. Bon, déjà, je peine un peu à remplir mon bus, il n'y avait pas un enthousiasme énorme. Bon, mais on était quand même une quarantaine d'inscrits, donc on part au Clos Lucé. Alors, moi j'habite à Nevers, hein. Donc Nevers et la Touraine, il y avait 3 heures de route pour y aller. Donc on est parti tôt, hein. On est parti vers les 7 heures du matin. Et puis donc on est arrivé là-bas. Le château du Clos Lucé, c'est un château situé à Amboise en Touraine, au cœur des châteaux de la Loire. Cette superbe demeure de briques roses et de pierres de tuffeau fut bâtie sur des fondations gallo-romaines sous le règne de Louis XI en 1471. Puis François Ier, passionné par le talent de Léonard de Vinci, l'invite à séjourner dans son château. Léonard, comblé par cette invitation, accepte et séjourne au château du Clos Lucé pendant plusieurs années, où il travaille à des projets pour le roi de France. Donc au cours de votre visite, vous allez pouvoir admirer dans les différentes pièces du château plein de toiles, beaucoup de toiles de Léonard de Vinci. Et dans le parc extérieur, vous pourrez admirer toutes les inventions, les planeurs, les inventions de vol humain. Il y a beaucoup de maquettes grandeur nature, où vous pourrez admirer dans le parc. Voilà, nous on est arrivés à 10h. Bon, avec l'inertie du groupe, à 10h30, on a commencé à rentrer dans le château. 10h30, 11h moins le quart, j'étais pratiquement plus que toute seule dans la deuxième pièce, je ne sais pas où il y avait les gens, ils étaient partis un peu partout, tout ça. Puis à 11h15, je me suis dit, quand même, je vais aller voir où sont les personnes qui étaient parties avec moi. Donc je redescends en bas, et puis, en fait, tout le monde était installé, il faisait super beau, donc tout le monde était installé avec les pique-niques, alors les gamins, ils couraient partout, ils jouaient, c'était super sympa. Et donc, ils étaient en train de pique-niquer. Alors bon, moi j'arrive vers eux, puis je leur dis « Ah oui, on est parti tôt, vous aviez faim, et puis vous en êtes où, on fait le parc après, ou tout ça ?» Et puis là ils me disent « Ah ben non mais c'est bon, hein, on a tout vu, ça y est, on a fait le château, on a fait le parc, c'est bon, c'est super, hein, c'était super bien, hein. Ah ouais, vraiment c'était cool quoi. Et ah ouais, puis on est bien là, il fait beau, tout ça. » Puis je me suis dit « Mince... Je me suis dit, 3 quarts d'heure, ils ont tout fait. Moi, j'étais à la moitié du château.
voilà, ça m'a un peu interloqué, puis je me suis dit, putain, punaise, le bus, normalement on repartait à 4 heures, quoi, 16 heures, donc je me suis dit, je vais appeler le bus pour qu'il vienne un peu plus tôt, parce que ça va être long, quoi. Donc voilà, on a pique-niqué, tout ça, j'ai essayé d'emmener des enfants, revoir les inventions, tout ça, puis bon, voilà, donc on est reparti à 15 heures, du coup, à Nevers, on a refait 3 heures de bus pour retourner à Nevers, et puis dans le bus, je me suis dit, je suis retourné voir les gens, puis je leur ai dit, ouais, c'était moyen, non, ça vous a plus moyen, et puis là, ils m'ont dit, ah non, Catherine, c'était super, hein, vraiment, c'était vraiment très bien, hein, ah ouais, on a passé une journée vraiment super, hein. Bon. Je suis rentré, je me suis dit, voilà. Et puis quand même, je me suis dit, non, c'est 3/4 d'heure, non, avec 6 heures de bus, ça va pas, quoi, ça va pas. Alors, je pense qu'ils m'aimaient bien, puis qu'ils n'ont pas voulu me faire de la peine, quoi. Puis elle était bien gentille, Catherine, donc je pense que voilà, mais voilà, je me disais, j'ai dû rater un truc, quoi, quelque part. Et puis, donc je retourne dans mes appels à projets, dans mes trucs, et alors j'ai oublié un truc, hein, mais alors un truc que dans mon travail, on n'oublie pas, quoi, c'est le B à bas, c'est la participation. La participation, quoi. Ben, j'ai complètement zappé la participation, c'est-à-dire que moi j'étais allée au Clos du C en famille, youpi, et puis ça a pas marché, quoi. Donc ça m'a servi de leçon. Ça m'a servi de leçon et je me suis dit, ouais, là vraiment je fais la participation, quoi. Vraiment je fais la participation. Donc après les mois sont passés et je me suis dit, bon allez, je vais refaire une sortie familiale. Donc là je fais des enquêtes, je demande à chaque fois que quelqu'un arrive dans le centre social, alors si on refait une sortie, où est-ce que vous voudriez aller, Chambord ou non pas Chambord. c'est pas ça qui est venu tout de suite. Et du coup, le plus de réponses qui m'est revenu, je ne sais pas si vous pouvez deviner, des familles. Ouais, Disneyland, quoi. Moi, les parents, ils venaient me voir en me disant, oh, Catherine, si on pouvait aller à Disneyland, quoi. Ils avaient des paillettes dans les yeux, quoi. Et ouais, mes enfants, j'aimerais trop qu'ils voient ça une fois dans leur vie. Ah bon, au début, moi, je me disais, putain, Disneyland, c'est bon, bref. Et puis je me suis dit, ben ouais, quoi, on le fait ou on le fait pas, quoi. Hein. Donc du coup, ben, j'ai monté un dossier pour aller à Disneyland. Et puis rapidement, j'ai eu un coup de fil. J'ai eu un coup de fil d'un de mes partenaires institutionnels en me disant, ah Catherine, parce qu'on se tutoie tous, hein, c'est trop bien dans ce milieu-là. Et donc, ah Catherine, j'ai bien reçu ton dossier de sortie familiale. Donc oui, Disneyland. Mais alors, l'objectif, c'est quoi? Alors l'objectif... Hein, alors, je ne l'avais pas préparé parce que moi, pour Clos du C, on ne m'avait pas téléphoné pour me demander mon objectif. Donc, je n'avais pas anticipé cette question. Puis, je lui dis, bah, écoute, parce qu'on se tutoie tous, hein, écoute, l'objectif, franchement, si tu aurais vu les parents quand ils m'ont demandé, oh là là, mais si on pouvait emmener les enfants voir Mickey, Walt Disney, tout ça, vraiment une fois dans leur vie, quoi. Oh, j'aimerais trop qu'on y aille, quoi. Et j'ai dit, c'est unanime, quoi. Ils avaient vraiment tous envie d'y aller. Et pourquoi ils iraient pas? Donc voilà, c'est passé, mais j'ai bien vu que ça grinçait un peu. Et quand j'ai commencé les inscriptions, ben, le bus, il a été rempli quasiment avant que je fasse de la com. Et il a fallu un autre bus. Donc on a fait 2 bus et on est allé à 140 à Disneyland. Et il y aurait eu un 3e bus, on l'aurait rempli aussi. Tout ça pour dire que quand on est rentré le soir dans le bus et que les familles étaient complètement HS d'avoir passé cette journée là-bas, j'ai pas fait le tour des personnes pour leur demander si ça s'était bien passé. Il n'y avait pas besoin, quoi. C'était évident. Et tout ça pour dire aussi que ce coup de fil pour me demander les objectifs,
Et ben ça aussi, ça m'a énervé. Ça m'a énervé grave, quoi. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben oui, les personnes du quartier, et ben c'est pas, il y a rien de gratuit, c'est du donnant-donnant, quoi. Et Walt Disney, c'était pas pour eux. Disneyland, non, fallait de la culture, et on revient un peu à cette hégémonie culturelle là. Et Disney, c'était pas pour eux, quoi. Et moi j'appelle ça du mépris de classe, surtout qu'après, eh ben, j'ai appris quand même que dans les CE, avec les CE de ces institutions, eh ben, eux, ils y vont emmener leurs enfants voir Mickey, quoi. Et ils y vont assez souvent, peut-être pas tous les ans, mais il y a souvent des sorties. Et ces personnes-là, eh ben, la plupart, ils y sont allés à Disneyland, au moins une fois en tout cas. Donc je crois que je suis très fière de ma sortie à Disneyland. On est 140 personnes. Alors, je prends un coup. Donc, cette histoire de participation, je vous disais que c'était le cœur de notre métier, et c'est vrai, les centres sociaux, on est vraiment des structures qui doivent travailler la participation avec les habitants. La participation, pour moi, elle n'est pas obligatoire tout le temps. Il y a parfois des choses où on ne peut pas faire participer, et ce n'est pas forcément un problème. Ce qui est un problème, en éducation populaire, on parle d'une échelle, l'échelle d'Arnstein, qui situe des 8 degrés de participation ou de non-participation. Ce qui est le plus important, à mon sens, c'est de nommer les choses. Ces 8 degrés, le premier degré, ça s'appelle de la manipulation. Alors vous avez tous dû participer à des réunions qu'on disait soi-disant participatives, et en fait on se rendait bien compte assez rapidement que bon, en fait c'était tout joué d'avance, quoi. Donc ces 8 degrés, ils détaillent ça, les degrés de participation. Donc il y a la manipulation, après il y a l'instruction, les informations, et pour arriver jusqu'au partenariat et à la codécision, où là on est vraiment sur de la participation réelle, quoi. Alors il y a un très bon livre que je ne sais pas si vous avez rien à lire en ce moment, mais que je vous conseille, c'est Organisons-nous d'Adeline de l'Épinay, où elle parle de la participation. Je vais vous faire un tout petit peu de lecture. Je vais m'asseoir, tiens, ça va. Voilà, comme j'ai pas beaucoup de trucs autour de moi, ça fait un petit changement de... Donc elle dit ça, Adeline de l'Épinay, elle parle de l'offre institutionnelle de démocratie participative. Les institutions cherchent à faire participer les citoyens, surtout pour les faire adhérer. Via les conseils de quartier, les conseils citoyens, les budgets participatifs. Alors moi j'ai rajouté la convention sur le climat aussi, qui était quand même un truc de participation assez balèze, et je pense qu'il faut nommer quand même, parce que sur les 150 propositions, et puis Macron, je ne sais pas si vous avez entendu, là, en ce moment il veut en rajouter des couches, là, il veut nous refaire participer à des conventions, bref, voilà. Donc les quartiers prioritaires sont la cible privilégiée de cette démocratie participative. Alors, les modalités de participation, les lieux, les horaires, les ordres du jour, sont décidés par les institutions. Si les participants dénoncent des choses, demandent des changements, font des propositions, on leur répondra soit avec gêne, ou paternalisme, ou mépris, qu'ils n'ont pas dû bien comprendre que cela sort du sujet sur lequel on les a invités à se prononcer, et que l'urgent ou l'important est ailleurs. Dans le contexte actuel, cette participation est le plus souvent une illusion. L'enjeu est davantage de contraindre la réflexion. Alors, les professionnels des institutions sont face à une injonction contradictoire, puisqu'ils ont pour mission de garantir la pérennité d'un système, et de l'autre côté, ils doivent faire mine de donner du pouvoir à ces instances de participation. Donc face à cette contradiction, ce sont généralement les citoyens qui sont accusés de ne pas y mettre du leur. Les scéniques n'hésitent pas à légitimer l'exclusion des personnes qui ne participent pas. On a fait ce qu'on pouvait, hein. Que voulez-vous? Ils ne participent pas, ils n'y mettent pas du leur. Ainsi, la situation est légitimée. Une chose, cependant,
aura changé. L'institution pourra se targuer de sa bonne conscience, d'avoir fait ce qu'il fallait, mais les habitants des quartiers populaires ne sont pas dupes. Comme pour les services sociaux, Pôle emploi ou l'école, ils savent très bien ce que l'institution attend d'eux. Alors, ils ne jouent pas toujours le jeu. Nulle apathie là-dedans, au contraire, il est même rationnel de refuser de consacrer du temps à satisfaire les attentes d'une institution dont on n'attend pas grand-chose. Alors, moi, quand je suis arrivée au centre social, il y avait ces conseils citoyens, ces conseils de quartier, puis moi, je leur disais, mais faut y aller, allez-y, vous êtes les premiers concernés, là, si vous voulez des trucs, allez-y, quoi. Donc, je les ai incités quand même à y aller, donc quelques-uns, ils sont allés. Et puis, quand ils sont revenus, ils m'ont dit, ouais, Catherine, on y est allé, mais franchement, c'était vraiment pas cool. Hein. D'abord, il y a eu un tour de table, et puis chacun disait qui il était et puis ce qu'il faisait. Tu vois bien, moi, déjà ça m'a pas mis à l'aise. Hein. Et puis franchement, j'ai pas compris grand-chose. Et puis, il y en avait 2-3 qui parlaient, qui étaient à l'aise. Moi, on m'a pas donné la parole. Et puis, de toute façon, je sais pas ce que j'aurais pu dire parce que je comprenais pas grand-chose. Et puis, voilà. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, après, je les ai laissés tranquilles avec ça. J'ai pas du tout incité à participer à cette mascarade et à ces instances qui peuvent mettre plus mal les personnes que faire quelque chose de positif. Donc voilà, donc la participation, c'est un grand sujet. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai mesuré au fur et à mesure. Qui m'a agacé aussi, parce que dans les centres sociaux, effectivement, on fait de la participation, mais quelle participation on fait, pourquoi, comment, est-ce que c'est toujours cohérent? Et donc c'est à partir de ce moment-là, donc ça faisait 1 an et demi que j'étais en poste, et je me suis dit, il y avait plein d'incohérences, j'attendais beaucoup de ce milieu, je me disais, le milieu de l'éducation populaire, travailler avec, dans le social, tout ça, je mettais beaucoup enfin pour moi c'était vraiment quelque chose, un aboutissement, et j'ai quand même été déçue assez rapidement de voir des gens proclamer des grandes phrases d'éducation populaire et de voir sur le terrain ce qu'on y faisait. Donc j'ai commencé à aller me former en éducation populaire. Donc là j'ai découvert des scopes, des mouvements qui ont un peu changé ma vie parce que tout ce que je ressentais, tout ce que je pressentais, ça a permis de mettre des mots sur ce que je vivais, quoi. Et ça m'a permis aussi de continuer mon travail en y donnant plus de sens et en étant sûre de ce que je faisais, de ce que j'avançais. Donc chaque année, j'ai réussi à me faire une formation d'éducation populaire pour continuer à être droit dans mes bottes, quoi. Et puis, ce qui me dérangeait le plus avant que je parte en formation, je crois que c'est ça qui m'a décidé à partir, c'est que le centre social c'est ouvert, donc les gens ils passent, ils boivent un café, ils lisent le journal, c'est cool, on discute avec eux, enfin et puis les personnes souvent, c'est revenu à plusieurs reprises, elles me disaient mais tu te rends pas compte, vous êtes ma deuxième famille, quoi. Moi le centre social pour moi c'est ma deuxième maison. Et c'est ma bulle d'oxygène, quoi. Sans vous, je sais pas ce que je ferais, quoi. Et puis à force qu'on me dise ça, je me dis, mais quand le centre social il est fermé, quoi, quand on est en vacances, les week-ends, quand on n'est pas là, ben en fait ils sont chez eux et c'est quoi qui a changé? Qu'est-ce qui change? Ben rien. On est là et puis du coup on fait quoi? On sert juste à laisser, à rester la tête des gens hors de l'eau, quoi, à rendre supportable leurs conditions, à rendre supportable l'insupportable. C'est à ça qu'on sert. Et en 10 ans, moi, sur le quartier des Bords de Loire, c'est unanime avec mes partenaires, les enseignants sur l'école, les assistantes sociales du conseil départemental et les autres partenaires. La précarité, elle a augmenté en profondeur et en quantité.
Et alors, on a vu apparaître de nouveaux troubles, de nouvelles difficultés. Alors, il y en avait déjà, mais pas autant. Des difficultés psychologiques, des dépressions, des gens qui vont pas bien, des troubles du comportement, de plus en plus. Et puis, on a vu apparaître aussi, avec les migrants, des personnes qui venaient de pays où il y avait la guerre, qui avaient vécu des traumatismes pas croyables, et qui étaient aussi mis dans ces quartiers, parce que c'est là où on met les personnes qui ont des difficultés. Donc c'était des difficultés qui se rajoutaient aux difficultés, et nous on est là. Et nous on est là, heureusement qu'on est là, parce que nos financeurs, ils nous donnent de l'argent pour quand même maintenir la paix sociale et de faire de la cohésion sociale. Donc quand même. Donc voilà, après... Après, j'y étais, donc du coup, ouais, j'ai essayé de faire de mon mieux ce que je pouvais. Donc, juste pour récapituler mon travail, c'est hyper simple mon travail, hein, vraiment, j'espère que vous avez compris. Donc, mon travail, c'est de faire participer les habitants à des projets qui sont financés par des partenaires institutionnels ou l'État, avec leur propre orientation politique, dans une structure d'éducation populaire, qui, comme objectif, a de changer la société en une société plus juste et égalitaire. Donc c'était facile, franchement, j'ai passé 10 ans, je savais où j'habitais, je savais ce que je faisais, c'était limpide et cohérent. Pas de souci. Donc pour moi, accompagner les personnes à participer, c'était surtout oser. C'est-à-dire que j'ai accompagné les personnes à oser participer. Alors oser participer, c'est autoriser, c'est oser dire non. J'ai pas envie de participer, j'ai pas envie d'y aller. Je crois que j'ai passé 10 ans à faire ça, à réassurer des personnes, à sécuriser, à rassurer, à encourager, à booster parfois, à rigoler, beaucoup. Ça, moi j'aime bien le collectif pour ça, c'est que ça permet de ne pas individualiser les difficultés, et donc on a beaucoup rigolé aussi. Mais c'est ça, mes 10 ans de travail, ça a été ça, oser dire non, oser dire non Catherine, ce que tu dis je suis pas d'accord, quoi. Ou encore pire, oser dire je sais pas, je comprends pas. Donc voilà, mes 10 ans de travail, ça a été ça. Et du coup, restaurer la confiance, j'ai halluciné aussi quand je suis arrivée un peu sur le quartier, en mesurant la quantité de personnes, enfants, adultes, qui souffraient d'un manque de confiance en eux, qui souffraient d'une mauvaise estime d'eux. Alors on le sait, hein, il n'y a même pas besoin d'aller dans les quartiers, c'est quand même un fait de société. Toutes les personnes, tous ces gens qui n'ont pas confiance en eux. Et du coup, j'en profite pour vous parler qu'au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la conf, je vous ai parlé que j'avais passé une enfance très heureuse, ce qui est vrai. Mais par contre, qu'il y avait un truc qui avait quand même pas été super cool, c'était l'école. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de votre premier moment de honte. Enfin, peut-être que vous n'en avez pas eu, mais enfin, moi, mon premier moment de honte, j'étais pas très grande, j'avais 10 ans. Ouais, à peu près 10 ans, j'étais en CM2. Et en CM2, on était au mois de juin, mes parents ont été convoqués au mois de juin par l'enseignante. Mes parents ont été convoqués, donc ma mère y est allée. Et du coup, l'enseignante, elle dit à ma mère, bah voilà, Catherine, vraiment, on trouverait ça quand même mieux qu'elle redouble, parce que elle va vraiment trop peiner au collège, ça va être trop difficile. Donc nous, on vous conseille vraiment le redoublement pour Catherine, quoi. Donc c'était au mois de juin, et mes parents, moi, ils vont pas voir les enseignants si on les convoque pas, quoi. C'est pas le genre. Et puis surtout, ils vont pas remettre la parole de l'enseignant en doute
s'ils disent que faut que je redouble, eh ben, c'est que c'était sûrement la meilleure solution. Et puis de toute façon on était au mois de juin, donc il n'y avait pas grand chose à faire pour rattraper quelque chose, c'était un peu tard. Et donc j'ai redoublé mon CM2. Alors c'est vrai que moi non plus, je m'y attendais pas trop, et c'est vrai que l'idée de voir tous les copains, copines partir au collège, changer d'école, enfin voilà, et puis de me retrouver avec les plus petits. Alors les plus petits, moi je suis de la fin de l'année, donc ils avaient des fois un mois de moins que moi, mais c'était quand même les plus petits, quoi. Et du coup, ouais, ça me faisait pas délirer, quoi. Et du coup, je me souviens d'un truc, c'est que le soir, quand on est rentré à la maison, rapidement, je suis allée dans ma chambre, que je partageais avec ma sœur, enfin bref, je suis allée dans ma chambre, et puis j'ai fait un truc, j'ai mis la musique à fond, et puis j'ai dansé. Oh, j'ai dansé, tout excité, j'ai dansé avec la musique à fond, quoi. Puis je me souviens de ma mère qui est rentrée dans ma chambre en disant « Oh bah ça va, tranquille, ça te perturbe pas trop le redoublement ». Et puis, bah, sur le coup, ni elle ni moi, on a compris ça, quoi. Mais avec du recul, bah si, ça m'a vachement perturbée, quoi. Et c'est aussi cette faculté-là que les enfants, ils ont parfois avec des comportements qu'on comprend pas toujours sur le coup, à faire des trucs un peu décalés parce que c'est trop dur, et puis que la réalité, du coup, on a besoin d'une mise à distance, on a besoin d'extérioriser ça, on a besoin de faire des trucs qui peuvent paraître décalés à un autre niveau. Donc oui, j'ai dû danser comme une dératée dans ma chambre. Et puis, donc voilà, j'ai redoublé. Après, eh ben, ça s'est pas arrangé, quoi. Ça s'est pas arrangé du tout, quoi. Je me suis traînée lamentablement jusqu'en 3e. Et puis en 3e, au mois de juin, mes parents ont été convoqués. Donc ma mère y est allée. Voilà. Ma mère y est allée, et puis le prof principal, il a dit à ma mère, ben voilà, Catherine, c'est un peu léger, vraiment, je pense que l'école, vraiment Catherine, nous on vous conseille bien qu'elle fasse un cycle court. Je sais pas si ça se dit encore, cycle court maintenant. Cycle court, c'est un peu comme dans les machines à laver, vous voyez, c'est-à-dire que quand vous avez du linge sale, et ben, en une demi-heure, il est propre. C'est rapide. Et ben, le cycle court dans l'orientation, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en 2 ou 3 ans, et ben, le gamin, il est sur le marché de l'emploi. Voilà, c'est cycle court, ça s'appelle. Donc du coup, ben, ma mère, pareil, cycle court, bah oui, l'école, ça doit pas être pour elle. Ben, du coup, me voilà partie en cycle court. Alors, en quoi ? Moi, j'avais pas du tout réfléchi à ça. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, pour ma vie, enfin, j'avais pas du tout pensé. Et puis, vous savez, moi, mes parents, c'est des grosses familles, ils sont 8-9 enfants, enfin bref. Donc, dans tout ce lot-là, j'avais ma tante Morissette, elle était coiffeuse. Et du coup, mes parents, ils m'ont dit « Oh, si t'allais passer un mois cet été avec Morissette dans son salon de coiffure, hein, pour voir, on sait jamais si ça te plaît et tout. » Donc moi j'étais contente parce que Morissette, elle avait 4 enfants, et puis c'était tous des cousins, cousines de mon âge. J'ai passé un mois super, en plus elle était adorable, ma tante Morissette. Donc j'ai passé un mois d'été à Aîné-le-Château, chez Morissette, salon Morissette. Voilà, et donc voilà, et puis ça s'était bien passé, j'avais trouvé ça cool, et puis je me disais, oh, dans 2-3 ans, je gagne de l'argent, je vais pouvoir être indépendante, avoir un appartement pour moi, faire des trucs et tout. Donc voilà, donc je suis rentrée en coiffure. Et puis à 17 ans, et ben, cycle court, à 17 ans, et ben, j'étais coiffeuse dans un salon de coiffure. Voilà, j'ai passé mon permis, j'avais une voiture, j'emmenais tous les potes dans ma voiture, une Diane, enfin bref. Et voilà. Et alors, c'était bien, sauf que rapidement quand même, je me suis rendu compte que la coiffure, je sais pas comment je suis aujourd'hui, mais la coiffure, c'était pas un truc c'était pas un truc, non, je suis pas bien, et c'était pas vraiment quelque chose qui me passionnait, quoi. Par contre, ce que j'aimais bien, c'était les gens, et les gens, j'aimais bien le contact, j'aimais bien faire plaisir, rendre service, voilà, bon, je me suis dit, voilà, je suis là-dedans. Et mon frère est prof,
ma sœur est éducatrice spécialisée et mes amis autour de moi, ben, ils étaient allés en fac. Et je baignais dans ce milieu-là quand même. Je n'avais pas beaucoup de copains, copines coiffeuses et plus ça allait, plus j'étais trop attirée par ce milieu-là et je me disais oh là là, ça me faisait envie. Le problème du cycle court, ben, on n'a pas le bac, hein, donc voilà, je me suis dit oh là là, mais il faut que j'arrive, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Et donc du coup, quand on est coiffeuse aussi, je ne sais pas si vous le savez, on ne gagne pas beaucoup d'argent en fait. On commence au SMIG et puis on finit au SMIG. Enfin, un petit peu plus parce que un peu d'ancienneté, tout ça. Mais donc du coup, je me suis dit, mais si je veux faire autre chose, ben faut que j'ai de l'argent pour faire autre chose. Donc rapidement, je me suis mis à mon compte. J'ai eu une opportunité. Voilà, enfin bref, je me suis mis à mon compte et l'idée c'était de me faire des thunes, pour me payer une reconversion pour faire éducatrice. Et j'ai mis 20 ans. Donc j'ai été coiffeuse pendant 20 ans parce que ben il y a la vie à côté de tout ça, hein. Il y a la vie, voilà, il y a la vie qui fait que ben, j'ai eu 3 enfants, voilà, et puis j'ai mis longtemps à vendre mon salon parce que ça m'a pas quitté quand même cette idée-là. J'ai mis très longtemps à vendre mon salon, donc je désespérais même. Et puis un jour c'est arrivé. J'ai vendu mon salon et j'ai pu me payer une reconversion avec ce salon, avec l'argent de ce salon, pendant 3 ans, alors par le CNED, parce que j'avais encore les enfants un peu en bas âge, par le CNED en reconversion en conseillère en économie sociale et familiale. Avant d'abandonner complètement la coiffure, j'en profite pendant que je suis là, ça peut vous rendre service, je vais vous donner juste un petit truc, parce que souvent, moi, mes copains, mes copines, mon entourage, ils me disent tout le temps « Ah non, mais les coiffeurs, quoi. Mais moi, je déteste aller chez le coiffeur, quoi. Je sors, je suis jamais contente. » Et ouais, c'est vrai. Je pense que c'est vrai, il y a plein de gens qui sont jamais contents quand ils sortent de chez le coiffeur. Et alors je vous donne juste un petit truc, c'est que la coiffure pour moi c'est 70% de communication. C'est-à-dire que ben pour arriver à coiffer bien quelqu'un, il faut faire un effort pour le connaître, pour voir qui on a entre les mains. C'est une relation intime, hein, la coiffure. Hein. Et du coup, si on n'a pas compris qui on avait, quel style, quelle personne, qui on avait sous les mains, si on n'était pas d'accord sur cette histoire de vocabulaire, on a tous dans nos milieux professionnels un vocabulaire spécifique, dégradé pour moi, dégradé pour vous, enfin bref. Et du coup, vraiment, je pense que c'est 70% de communication, de relation, de discussion, d'échange et 30% de technique. Donc voilà, prochaine fois que vous irez, vous penserez à moi, vous direz ouais, alors est-ce qu'elle m'a bien compris? Est-ce que si je dis ça, est-ce que ça va parler? Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc voilà, donc j'ai fait une reconversion, en travailleuse sociale et donc je suis arrivée au centre social après, qui était mon dernier terrain de stage, blablabla, blablabla. Et du coup, je voulais vous raconter cette anecdote-là parce que je vous disais au début, quand je suis arrivée sur le quartier, quand j'ai rencontré les personnes que j'ai rencontrées, j'ai envie de dire, on parlait la même langue, hein. J'ai été à l'aise tout de suite. J'ai rencontré des personnes qui avaient eu des difficultés, qui manquaient de confiance. Et moi, ça m'a résonné grave, quoi. Ça m'a résonné grave parce que... parce que je pense que ce parcours de 20 ans, de reconversion, j'en ai eu besoin. J'en ai eu besoin pour restaurer une confiance, une estime de moi-même qui m'a été nécessaire. Ce chemin, il a permis ça. Il a permis de restaurer une confiance. Alors, confiance toute relative, hein. C'est fragile. Hein. Quand on a été construit avec ça, avec l'idée qu'on n'était pas bon, qu'on a raté, quand on était construit avec ça depuis l'enfance, ça reste quand même un petit peu au fond de nous. Alors, plus ou moins fort, plus ou moins gênant, on avance, mais c'est quand même là. Et ça ressurgit des fois à des moments où on ne s'y attend pas. Et il faut faire avec. Hein. Donc moi, les personnes que j'ai accompagnées, ça me parlait un petit peu tout ça. Donc voilà. Et
Et du coup, quand j'ai préparé cette conf, j'ai lu, on lit beaucoup quand on prépare une conf, et j'ai découvert un auteur qui s'appelle Christophe André. Christophe André, c'est un médecin psychiatre qui est beaucoup connu et reconnu dans le milieu social, médical, médico-social. Et je vais vous faire juste une petite lecture rapide. Où est-ce que c'est? Ah, misère. Misère. Insalia, voilà. Donc il dit quelque chose, moi qui m'a parlé. J'aime bien m'asseoir quand je lis en fait. Alors, donc il dit, Christophe André, il dit: la honte peut s'avérer une émotion plus insidieuse et plus destructrice que la peur. Elle est plus durable et amène à poser sur soi un regard dévalorisant. C'est elle qui pousse à s'isoler, à disparaître sous terre. La peur est l'émotion du danger. La honte est celle de la conviction qu'on a raté. Au sujet de la peur, il est impossible de faire reculer la peur sans descendre dans l'arène. Pour dominer ces peurs, il faut les affronter, très souvent, très régulièrement. Désobéissez à vos peurs. Si on obéit à chaque fois qu'elle dit « ne fais pas ça »,« baisse les yeux »,« ne sors pas », alors elle n'a aucune chance de diminuer. Il faut lui déclarer la guerre. Si on obéit à sa peur pour un petit moment de tranquillité, que l'on achète au prix fort, on sacrifie notre avenir et on renonce à sa liberté. Les efforts seront vite récompensés par de petites victoires. La solution n'est donc pas d'éviter à tout prix que la peur ne survienne, mais d'apprendre à ne plus la craindre en s'entraînant régulièrement à la contrôler. Moi, la peur, j'ai l'impression que j'ai passé ma vie à ça, à affronter ma peur, à toujours en rajouter une couche, me lancer des challenges, faire une conf gesticulée, quoi. Enfin, j'ai l'impression que j'ai passé ma vie à ça, à me pousser tout le temps, à me pousser. Et évidemment, quand je suis arrivée sur le quartier, évidemment que ça résonnait, la peur des autres. Et évidemment que je pense que j'ai mis à cœur d'accompagner les personnes sur une réassurance d'eux-mêmes. Et puis oui, il y a quand même un truc, c'est que dans ce boulot de restauration, eh ben, il y a quand même quelque chose qui m'énerve, encore une fois, c'est que les institutions, quand elles se plantent, ou quand elles échouent, elles viennent pas vous dire ok, oh mince, je me suis planté, excuse-moi, quoi, c'était pas de ta faute, hein, je me suis planté, donc vraiment toutes mes excuses. Non, les institutions, elles font pas ça, quoi. Alors bon, maintenant il y en a plus des redoublements, presque plus, hein, on appelle ça du maintien maintenant, du maintien, puis il y en a très peu. Alors c'est pas forcément le redoublement qui est à mettre en, c'est le système en lui-même, la punition, quoi, la punition qui est gênante, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que enfin, pourquoi on insiste tant à malmener les personnes, à malmener au niveau de cette confiance en soi, et que la fabrique de l'impuissance, elle se concrétise vraiment là-dedans, sur rendre les gens impuissants parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a de la honte. Et là, c'est Adeline de l'Épinay aussi. Non, c'est plus tard. Donc voilà. Alors après ce travail de réassurance, il faut être vigilant parce qu'on vit quand même dans une société où les choses peuvent être parfois vite récupérées. Et donc il y a tout un business autour de cette confiance en soi, de cette estime de soi, cette injonction à être heureux. Et là aussi, ça c'est un truc qui m'énerve aussi un peu, c'est-à-dire ce business autour du développement personnel, les coachs, la non-violence, voilà, une injonction comme ça à être heureux dans un monde où quand tu le regardes, le monde, tu te dis wow, ouais, et en fait, si tu n'arrives pas à être heureux, c'est quand même de ta faute, quoi. C'est ta faute, c'est parce que tu n'y arrives pas, t'es pas capable, on renvoie encore la faute aux individus, on l'individualise et on la rend personnelle, quoi. Et encore une fois, on s'attaque pas aux causes, quoi.
Donc oui, il y a... alors je dis qu'il ne faut pas mettre tout au même niveau. Bien sûr, il y a des choses bien et un travail sur soi est nécessaire, mais c'est surtout la marchandisation de tout ça qui est problématique. J'ai lu un autre petit bouquin que je vous conseille aussi pour l'été, si vous n'avez rien à lire. C'est Aude Vidal, Égologie. Écologie, individualisme et course au bonheur. J'ai beaucoup aimé aussi, il est tout petit, franchement, enfin bref. Donc elle dit, Aude Vidal, travailler sur soi-même, c'est avant tout accepter une vision du monde où chacun est capable d'aller bien et est responsable de son sort. Il s'agit d'une injonction à la responsabilité personnelle, particulièrement bien intégrée dans les régimes libéraux. Dans la société de l'autonomie comme condition, il faut aller de l'avant. L'individu lui-même doit se poser la question, non pas qui est responsable de mon malheur, mais que puis-je faire pour m'en sortir. Le présupposé, qui est inclus là-dedans, c'est que l'individu lui-même est responsable. Tout le monde a en soi les ressources pour aller bien, se débarrasser de la négativité et adopter une attitude positive. Les recettes du bonheur sont en vente et n'attendent qu'un peu de volontarisme. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a une inégalité de fait sur les conditions et les histoires de vie, les classes sociales, les dominations, etc. Les pensées de droite sont friandes de responsabilité personnelle, le « quand on veut, on peut » et occultent les rapports de pouvoir et les dominations. Voilà, moi il m'a vraiment plu ce petit livre que je vous conseille. Moi la colère et puis cette injonction au bonheur, moi la colère, je la revendique. Je dis que souvent elle est nécessaire et que c'est pas un gros mot et que dans le monde dans lequel on vit, parfois il faut se mettre en colère. J'ai en 2019, ouais, ça va être fin 2019 je crois, on a au niveau des centres sociaux, on avait tous les professionnels, on avait tous des situations qui nous posaient problème, ou des fois où on n'arrivait pas, où ça nous questionnait, on n'arrivait pas à avancer, on était mal avec ça, et du coup il y a eu une formation analyse de pratique qui a été organisée pour les centres sociaux de Nevers, sur, je vous disais tout à l'heure, les troubles du comportement, les problèmes psychologiques, et du coup on a eu une formation avec des psychologues, avec des travailleurs sociaux, des psychologues, pour déballer un peu ce qui nous pesait et les situations qui nous dérangeaient le plus. Et puis, on en avait tous pas mal. Hein. Moi, à l'époque, il y avait un monsieur qu'on accompagnait au centre du quartier, qu'on avait... on était spectateur un peu de sa descente aux enfers. C'est-à-dire qu'il a commencé à divorcer. Il a commencé à divorcer, après il a perdu son boulot. On a vu qu'il consommait de plus en plus... de substances illicites et après avoir perdu son boulot, il a perdu son logement et puis il n'était pas français, il avait une carte de séjour, il n'avait pas fait les papiers, donc il avait plus de papiers, il n'était plus en règle. Et puis c'est descendu comme ça, et puis l'hiver arrivait, et puis il dormait dans sa voiture. Donc nous on l'a accompagné, on a essayé de faire ce qu'on pouvait en orientation, en disant mais il faut que tu ailles au foyer, là il va faire trop froid, tu peux pas dormir dans ta voiture. Et puis on a travaillé sur plein nom, on accompagnait physiquement cette personne dans les différentes... Enfin on l'a poussé, on l'a boosté, on l'a accompagné, mais rien n'y faisait. Il voulait rester dans sa voiture, il voulait pas aller dans les foyers d'urgence. Et je me souviens qu'il y avait une mamie du centre qui disait « Oh mais Catherine, moi j'ai peur, hein, quand il va faire très froid, on va le retrouver mort dans sa voiture, hein, il faut faire quelque chose. » Ben oui, il faut faire quelque chose, quoi. Mais s'il ne voulait pas, on ne pouvait pas l'emmener de force. Et donc voilà, je raconte cette situation-là en analyse de pratique, et puis les copains racontent les leurs, voilà, les situations qui posaient problème. Et puis la réponse, elle a été... ben oui, de toute façon, vous avez fait ce que vous avez pu quand on a fait l'orientation, quand on a accompagné. Quand la personne ne veut pas, quand la personne n'est pas prête, on peut pas aller. On peut pas aller. Je sais pas si c'est mieux si est prêtre. Quand la
personne n'est pas prête, on ne peut pas la forcer ou l'obliger, sauf s'il y a vraiment urgence immédiate. Mais on est un peu impuissant. Et puis les autres collègues, quand ils racontaient leur situation, c'était pareil. C'était, ben oui, vous avez fait ce que vous avez pu. Quand les gens ne sont pas prêts, vous ne pouvez pas faire à leur place. Et voilà, et toute la journée à avancer comme ça, et puis dans ma tête, ça résonnait un peu comme, c'est comme ça, on n'y peut rien, quoi. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc ça commençait à me gonfler un peu, voilà, je me disais, ok, ben oui, la personne elle n'est pas prête, on n'y peut rien, voilà. Mais il y avait quelque chose qui me gênait, quoi. Et puis à la fin de la journée, il y a eu... une psy qui a raconté que eux aussi ils vivaient des choses des fois pas faciles et qu'il y avait quelques semaines de ça, et il y avait un jeune qu'ils accompagnaient qui s'est suicidé. Et là, le c'est comme ça, on n'y peut rien, j'ai pas supporté moi. J'ai pas supporté, je me suis levée, puis j'ai tapé du poing sur la table en disant non. En disant non, effectivement, c'est pas de la faute des professionnels, on fait ce qu'on peut, des fois on met vraiment tout ce qu'il faut en place, mais il faut pas accepter, quoi. Faut pas accepter. C'est comme ça, on n'y peut rien, on vit dans cette société-là où les gamins ils vont se suicider, où les gens ils vont mourir dans leur voiture, où les migrants ils se noient, où non, moi la colère, je leur dis, je la trouve nécessaire, quoi, parce que non, il faut pas accepter. C'est comme ça, on n'y peut rien, non, je suis pas d'accord. Je vais vous relire juste une phrase d'Adeline de l'Épinay qui dit quelque chose là-dessus avec laquelle je suis complètement d'accord, qui dit « Il y a dans l'indignation et la colère une énergie considérable qui permet de dépasser la peur et l'inertie, principaux obstacles à la mobilisation. » Moi, c'est ça qui me fait le peur dans cette injonction au bonheur et dans cette fatalité, dans le fait de se dédouaner de choses, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est que du coup, on s'arrête là. Et non, il ne faut pas s'arrêter là, quoi. L'inertie, j'y arrive pas. Il faut dénoncer les causes, il faut dénoncer le système qui permet ça. Ça va toujours? Ouais, c'est pas léger, hein. Je vais en rajouter une couche en plus, hein. Après ça va être fini, on pourra aller boire une bière et puis je sais pas, faire la révolution ou faire d'autres choses, je sais pas. Mais je vais en rajouter une toute petite couche parce qu'après 2019 il y a 2020. 2020, je sais pas si vous vous souvenez, il s'est passé un truc en 2020, un truc qui s'appelle Covid, un truc comme ça. Et puis un truc qui s'appelle Covid, et donc il y a eu les confinements, il y a eu les sorties, il y a eu tout ça. Et puis cette période donc dans les quartiers, ça allait déjà mal, mais cette période de confinement et de Covid, elle a révélé les difficultés puissance 10. Et le confinement, on ne l'a pas vécu tous de la même façon, je vous apprends rien. Quand on est parents célibataires avec 3 enfants en HLM et qu'on habite à la campagne dans une maison et qu'on fait du télétravail et qu'on n'est pas seul, les choses ne sont pas vécues de la même façon. Moi, pendant cette période, on a eu quelques temps en télétravail, pas énormément, mais je crois que j'ai jamais passé autant de temps au téléphone, quoi. J'ai passé mes journées, mais alors du matin au soir au téléphone, j'avais l'oreille qui me chauffait, je pouvais même plus appeler mes enfants le soir tellement j'en pouvais plus du téléphone, parce que c'était le seul moyen de rester en lien avec les personnes du quartier, et du coup il y avait un besoin énorme, quoi. Il y avait un besoin énorme d'écouter, d'encourager, d'être là, parfois d'accompagner aussi quand il y avait des besoins, parce que les institutions ont quand même brillé par leur absence pendant cette période de Covid et sur leur difficulté d'accès. Pour prendre rendez-vous, il fallait déjà aller sur Internet et tout le monde n'a pas Internet ou d'ordinateur pour prendre un rendez-vous téléphonique. Enfin bref, donc ça a été beaucoup ça. Ces temps de télétravail. Et puis après, rapidement, on est retourné dans nos structures, dans nos associations.
de proximité. Et puis, on ne pouvait pas faire de collectif, donc on faisait de l'individuel. Donc j'ai reçu voilà, pas mal de personnes en individuel, même si j'en faisais avant de l'individuel. On ne fait pas de collectif sans faire un minimum d'individuel. Mais bon, là, c'était que de l'individuel et les besoins étaient encore plus forts. Hein. Donc surtout, on est retourné dans nos associations et là, on s'est senti quand même vachement seul parce que les institutions, elles sont pas revenues quoi. Elles sont revenues beaucoup plus tard après. Donc du coup, vous avez peut-être entendu parler dans les médias, les Restos du Cœur, enfin toutes les associations caritatives et autres ont été complètement débordées à cette période-là. Et puis, donc c'est une période où je faisais que de l'individuel. Moi, l'individuel, c'est vrai que le collectif, ça m'allait bien. C'est pas un truc où je suis, je prends trop. Je crois que j'arrive pas à cette distance professionnelle. J'ai toujours eu un peu de problème avec ça. Et donc là, j'ai fait de l'individuel. Et puis, je me souviens d'un jour où il y a une maman que j'accompagnais, que je connais très bien, qui a plusieurs enfants et puis qui ramait avec ses gamins dans l'HLM et tout. Et il lui était arrivé un truc dramatique. Tragique. Et puis elle était dans mon bureau, elle me racontait ça, elle pleurait vraiment, vraiment très fort. Et je l'ai écoutée, je l'ai encouragée, je l'ai accompagnée. Et puis par contre, il m'est arrivé un truc de dingue, c'est que j'ai rien ressenti. À l'intérieur de moi, c'était vide. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait d'écouter une personne, d'accompagner une personne sans que je ressente rien. Et ça, c'est effrayant. Enfin, moi, ça m'a effrayée. Ce vide, mais rien, quoi. Oh, pas une petite émotion, pas un petit sentiment, quoi. Ça m'a fait flipper, quoi. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait de mon mieux avec cette personne. Elle est repartie, j'étais là, elle avait mon téléphone, enfin bref. Mais c'est la première fois que ça m'arrivait, ça m'a vraiment perturbée. Je prends un petit coup. Et puis, cette période, il y a eu aussi un soir, cette femme qui est venue aussi, qui avait rendez-vous avec moi un peu tard parce qu'elle faisait des ménages la journée et donc elle est venue, il était peut-être 19h au centre social et cette femme, je l'accompagnais sur un séjour familial. Je la connaissais pas beaucoup, c'était une femme du quartier, c'était la deuxième fois que je la voyais. Et cette femme, elle est arrivée à 19h, en rentrant dans le centre social, elle avait des lunettes noires. Donc les lunettes noires, à 19h à l'intérieur, on a vite fait d'imaginer ce qui peut être imaginable. Et donc on est allé dans mon bureau et je lui ai juste dit un ça va, un peu plus appuyé sûrement qu'un ça va normal. Et elle a enlevé ses lunettes, donc effectivement elle avait les yeux noirs marqués. Et puis donc j'ai commencé à lui parler. Voilà, poser les questions. C'est ton compagnon, c'est la première fois, est-ce que les enfants étaient là, enfin bon, voilà, si tu veux voilà, bref, j'ai commencé à parler et puis rapidement, avant de me répondre, elle a enlevé son t-shirt. Elle a enlevé son t-shirt et c'est con, hein, elle n'avait pas de soutien-gorge, c'est un truc je me suis dit, on se connaissait pas, elle n'avait pas de soutien-gorge et ça m'a marqué un peu. Et c'était con parce que la chose qui m'a marqué aussi beaucoup, c'est qu'elle était bleue. Donc elle était bleue, sur tout le corps. Donc on a parlé, elle n'a pas voulu aller à la gendarmerie, je lui ai proposé de l'accompagner pour porter plainte. Elle n'a pas voulu. Vous savez, quand c'est pas prêt, voilà, bref. Et du coup, j'ai réussi qu'une seule chose, c'est quand même de l'accompagner chez un médecin d'urgence pour faire constater les coups. Et puis voilà, elle est repartie, pareil, elle avait mon numéro, j'étais là s'il y avait besoin, tout ça. Et puis là, c'est pareil, il m'est arrivé un truc qui m'était encore jamais arrivé. Quand j'ai fermé la porte du centre social, eh ben, j'ai fui. J'ai vraiment eu cette sensation de fuir, fuir cette femme, fuir ses violences, fuir le quartier. J'ai pris ma voiture et je me suis sauvée.
j'ai voulu mettre de la distance. Je suis rentrée chez moi, dans ma maison qui va bien, avec mon mec qui va bien, mes enfants qui vont bien. J'ai vraiment eu cette sensation de fuite et de laisser derrière moi tout ça. Donc ça c'est pareil, ça a été un sentiment très, très éprouvant, très perturbant. Et puis, une dernière pour la route, et puis il y a un truc qui m'a énervé avant l'été. Avant l'été, il y a un truc qui m'a énervé grave, mais vraiment grave, c'est que la préfecture, en fait, ils nous ont envoyé plein d'appels à projets, enfin, avec la politique de la ville, tout ça, ils nous ont envoyé plein d'appels à projets pour des sorties exceptionnelles, pour des sorties, des loisirs. Alors, on n'a jamais eu autant de thunes en 2 mois qu'on avait toute l'année. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là, mais dans les quartiers, ça commençait à chauffer, quoi. Ça commençait à chauffer. Donc, du coup, ils nous ont un peu inondé de thunes avec des projets, voilà, de sortie, hein, d'amusement, et ben, pour essayer d'amuser les gens, de sortir les gens. Alors, ouais, là, ça m'a agacé grave, quoi. Alors, moi, on m'a dit, ouais, toi, t'es jamais contente, hein. T'es jamais contente, hein. Quand on n'a pas de thunes, t'es pas contente, tu te plains. Et puis là, on a des thunes, et ben tu te plains, t'es encore pas contente. Donc, ben oui, j'étais pas contente, quoi. J'étais pas contente. Et puis, alors, surtout, un truc après réflexion, je me suis dit, oh, t'es trop bête, t'as loupé le coche, j'aurais pu faire 4 bus pour Disneyland, ça serait passé nickel, quoi. Ça serait passé nickel. J'ai vraiment manqué de réactivité. Donc, voilà. Voilà, cette histoire de thunes là et de sortir les gens parce que ça commençait à chauffer, ça a été la goutte d'eau en trop pour moi. Alors en plus je continuais à fréquenter un peu les milieux d'éducation populaire, donc ça n'a pas arrangé. Et du coup, et puis avec un ami, que je ne citerai pas, avec un ami, je commençais aussi à faire un peu de formation en éducation populaire. Et là, pour moi, il y avait trop d'incohérences. Voilà, je me suis dit, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'agir ailleurs. J'ai envie de faire profiter de tout ce que ces mouvements, ces scopes d'éducation populaire m'ont apporté en posture et puis en sens, surtout de mettre du sens dans notre travail. Donc du coup, j'ai eu envie de ça, j'ai eu envie d'agir à un autre niveau et à mon tour d'essayer de partager ce que j'avais appris et là où ça me paraissait le plus juste. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle. Alors peut-être que je m'énervais trop, enfin bref, du coup elle a été acceptée. Donc depuis un an je suis en reconversion et donc je fais de la formation en éducation populaire. Donc voilà, la boucle est bouclée et avec cette conf, ben ouais, c'est un peu ça que je voulais démontrer, c'est-à-dire que il y a toujours eu des pauvres, c'est comme ça. Ben non, c'est pas une fatalité. Et pendant ces 10 ans, j'ai vraiment pris conscience de plein de choses. J'ai pris conscience qu'on pourrait pas lutter contre la pauvreté si on s'attaquait pas aux riches, quoi. Et puis qu'il n'y aurait pas de pauvreté si les richesses n'étaient pas confisquées par quelques-uns. Et puis j'ai pris conscience aussi que nous, les professionnels de terrain, moi y compris, ben, on pensait lutter contre la pauvreté, mais non, en fait, on s'occupait juste des conséquences de cette pauvreté. Qu'on était accaparé par les urgences, qu'on mettait des pansements, on restaurait, mais que trop peu souvent on arrivait à apporter un soutien durable et émancipateur, tant que les causes ne seraient pas traitées. J'ai pris conscience aussi que ce qui me séparait des personnes que j'accompagnais, c'était une petite marche économique, culturelle. Alors énorme à titre individuel, hein. J'habite pas le quartier, j'ai jamais été battue, donc énorme à certains niveaux. Mais par contre, hein, sur l'échiquier du capitalisme, elle est minime, quoi, cette marche. Et que j'ai vraiment compris que si on voulait lutter contre la pauvreté, contre ces inégalités, il fallait s'unir avec les personnes les plus opprimées. J'ai appris plein de choses. Hein. J'ai appris aussi que pour lutter contre ces inégalités, il fallait les identifier et les nommer pour les combattre.
Alors j'ai oublié de vous dire un truc en début de conf. Je suis désolée, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire, cette conf, c'est une conf de gauche. Et cette conf, c'est une conf anticapitaliste. Et qui dénonce un système libéral, individualiste et dévastateur. Alors les conférences gesticulées, c'est des outils d'éducation populaire. Et on est plus de 500 conférenciers, conférencières gesticulantes. Et demain, on aurait envie d'être encore beaucoup plus, quoi. Et que pour moi, l'éducation populaire, c'est une posture, mais c'est aussi, ça me permet de garder un cap vers l'objectif. L'objectif, c'est de changer la société pour une société plus juste et égalitaire. Et il y a d'autres moyens de lutte. Je dis que l'éducation populaire, c'est un moyen de lutte. Il y a d'autres moyens de lutte. Il y a les ZAD qui ont prouvé leur efficacité. Alors, pas loin d'ici, il y a Notre-Dame-des-Landes. Chez moi, il y en a une qui s'appelle Adré-Morvan. Adré-Morvan, c'est une ZAD qui a lutté contre l'implantation d'une scierie industrielle et qui a gagné dans le Morvan. C'était une grosse lutte. Et puis, il y a d'autres moyens de lutte. Il y a les manifs, il y a les grèves. Mais on voit bien que ça suffit pas. On voit bien que ça suffit pas parce que faut pas oublier que le système qui nous oppresse, il est fort. Et que si on le gêne vraiment, il va pas se laisser faire. On l'a vu pendant les Gilets jaunes ou certaines manifs, les services de l'État sont là, pas loin. Et qu'il faut être vraiment vigilant si on veut pas se faire absorber par lui, par ce système. Il faut être vigilant parce que dans nos actions, dans nos associations, dans nos mouvements, ce que j'ai appris surtout, c'est qu'il fallait concevoir nos actions comme des résistances et non comme des solutions. C'est-à-dire que, dans nos actions, il y a une énergie, il y a du mouvement, c'est vivant. Alors on cherche d'autres formes d'organisation, de mouvement. On fait des trucs, on essaye des trucs, on se plante parfois, et puis on recommence. Mais on agit, on y croit. Et dans le monde entier, il y a des luttes, il y a des résistances. Alors, comme ça, on pourra en citer juste quelques-unes. Il y a les zapatistes au Chiapas ou le Rojava, qui sont des modèles qui ont prouvé leur efficacité, des modèles qui marchent, quoi. Alors, il n'y a pas de méthode magique, il n'y a pas de recette, chaque contexte est différent. Mais en tout cas, il y a toujours eu dans le monde des hommes, des femmes qui se sont levés, qui ont dit non, qui ont refusé, et qui ont refusé cette fatalité, on n'y peut rien, c'est comme ça. Je crois que j'en suis. Ça va pas faire plaisir à ma mère, mais je crois que j'en serai toute ma vie, quoi. Et je crois que je suis contente d'en être. Et je suis sûre d'une chose, c'est que je suis pas la seule. Et je suis pas la seule, on est plein. Et du coup, je suis contente de vous avoir vu ce soir et d'avoir partagé ça avec moi ce soir. Je vous dis merci beaucoup. Merci à vous. Il y a toujours eu des résistants, c'est comme ça.